Bien, écoutez, effectivement, la question que vous posez à propos des 10 commandements est une question extrêmement vaste. Enfin, la question est ce qu'elle est, mais la réponse est extrêmement vaste. Et je pense qu'il faudra que nous y consacrions peut-être une séance euh, spéciale pour cela, pour bien comprendre comment fonctionne le plan des 10 commandements. Euh, la différence qu'il y a entre Chemda et Ta'ava est parallèle à la différence qu'il y a entre jalousie et envie. Vous connaissez la différence entre la jalousie et l'envie? Possession. Expliquez. La possession. C'est-à-dire, On peut en avoir envie, mais sans désir de posséder. Ça peut être une personne, ça peut être un bien. euh, oui, mais ça n'explique pas la différence entre entre l'envie et la jalousie. En français, on traduit Hemda, la convoitise, je crois, et la Tahava, comment est-ce qu'on traduit dans les livres habituellement dans la Le Torah? désir. Le désir. Alors écoutez, euh, tu l'as, j'en ai envie, c'est-à-dire j'ai envie de l'avoir aussi. Ça, c'est l'envie. La jalousie, euh, tu l'as, je ne l'ai pas, je voudrais que tu ne l'aies pas. Ah, C'est-à-dire, en réalité, c'est parallèle, mais en sens inverse. bien fait. Je vais vous raconter une anecdote. Euh, Avant la guerre, dans notre village de Transylvanie, ce qu'on appelait à l'époque géographiquement la Russie subcarpatique, c'était dans les Carpates. Euh, c'était un village qui était à majorité juive et avec une forte minorité de non-juifs. Il y avait des juifs très pauvres et puis il y avait des juifs riches, même très riches. C'était les bourgeois, si vous voulez, les possédants. Et la plupart des non-juifs travaillaient comme ouvriers dans les entreprises des Juifs. C'était des scieries, c'était des minoteries, c'était ce genre de choses. Euh, Après la guerre, mon père est rentré dans notre village, voir ce qui restait, et il a donc rencontré des non-juifs qui étaient des ouvriers qui voyaient revenir le patron. Et il faut savoir que toute cette région avait été libérée par l'armée rouge. Toute cette région aujourd'hui a été annexée à l'Ukraine. Je suis un Ukrainien. Et, D'accord. pas vraiment. Et donc les ouvriers lui ont dit, les Russes arrivent, tu porteras bientôt les mêmes pantalons que nous. Vous avez compris? Oui, oui. Alors mon père me racontait cela de la manière suivante. S'il m'avait dit, nous porterons les mêmes pantalons que toi, alors j'aurais pensé que c'est une bonne chose que les Russes arrivent. Mais qu'est-ce que ça arrange que moi j'ai les mêmes pantalons qu'eux? Mhm. Vous voyez, la déformation de la pensée qui n'arrive pas à distinguer convenablement entre le bien et le mal.
Alors, le thème général des 10 commandements de Yitro et de Vaetranan, c'est le fait que euh, ce n'est pas ceci à la place de cela, c'est ceci en même temps que cela, mais simultanément. Or, comme le dit le Midrash, Ma she'en ha'pe yechola lomar, she'en ha'ozen yechola lishmoa. C'est dit en particulier à propos de Zachor et de Shamor, mais cela s'étend à l'ensemble des 10 commandements. Ce que nous disons dans le Chadodi, Zachor Shamor Bedibur Echad, Ishmi'anu Elam Meyuchad. Alors, Zachor Shamor, c'est 2 commandements, l'un positif, l'autre négatif, si vous voulez. Zachor, c'est ce qu'il faut faire, Shamor, c'est ce qu'il faut se garder de faire. Et l'intention de la chose, c'est de dire ce n'est pas contradictoire, ce n'est même pas complémentaire, c'est identique. Alors maintenant, quelle est la place de l'Otarmod dans l'ensemble des 10 commandements? Comment cela se structure? Comment cela fonctionne? Ça, c'est un sujet pour lui-même. Nous avons essentiellement, c'est une étude qu'on a l'habitude de faire à partir d'un ouvrage d'un auteur du Xe siècle, oui, Xe siècle, euh, qui est de Rabbi Avraham Bachria. Vous avez entendu parler de Rabbi Avraham Bachria Hanassi ou Oui, voilà. Rabbi Avraham Bachria Sfaradi, et qui est Hegion Hanefesh. Et Quel est le nom? J'ai pas entendu le nom du livre. Hegion Hanefesh. Le titre est parfois cité comme Hegion Hanefesh Ha'atsuva. Oh, Et c'est un livre très important qu'on avait l'habitude d'étudier avec Manitou, qui en a traduit une partie d'ailleurs dans un numéro de Targum. Donc vous pouvez le trouver dans La Parole et l'écrit. Euh, et alors Rabbi Avraham Bachria explique, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de l'analyse, que la structure le plan, si vous voulez, des 10 commandements, c'est euh, un daber initial, Anochi Hashem Elokecha, euh, celui qui parle se présente. Et cela donne le ton de la signification et de l'intention de tout ce qui va suivre. Et puis ensuite, il y a 9 commandements qui s'organisent en 3 fois 3, chacun des ensembles correspondant à Mitzvot Ben Adam la Makom, Ben Adam la Ratzmo, Ben Adam la Chavero, selon les 3 directions ou dimensions de Mahashava Dibur Maaseh. Et alors, on voit par exemple que dans la première triade de Ben Adam la Makom, Lo yihi lecha Elohim acherim al panai, lo tishtachave lahem, lo ta'ovdem, etc. Et que on voit que donc dans les relations Ben Adam la Makom, la dimension de la Mahashava est première. Et effectivement, c'est un sujet important que l'on apprend en détail, c'est que euh, l'idolâtrie commence dans la pensée. Elle ne commence pas par le culte, ou elle ne commence pas par l'évocation, elle commence par la pensée.
Et puis ensuite la parole et ensuite l'acte, le Shabbat. Et, et on voit ainsi, lorsqu'on analyse les trois groupes, que l'ordre dans lequel apparaissent Mahashava, Dibur, Maaseh change. Parce que selon que je suis dans les relations à Dieu, dans les relations à moi-même et dans les relations à autrui, l'urgence ou l'importance change. Et par exemple, dans les dimensions Ben Adam, le Chavero, c'est l'action qui est première. Je peux avoir des intentions, des pensées, mais tant que ça reste des pensées, ça m'affecte moi plus que cela n'affecte l'autre, ça a son importance. Mais vis-à-vis d'autrui, c'est ce que je fais qui compte. Ensuite, ce que je dis, ensuite, ce que je pense. Euh, voilà, alors ça, c'est le plan, c'est le plan général. Maintenant, l'étude de détail, ça, il faut y... Rav, excusez-moi. Velatsmo, Oui, qu'est-ce qui est quelle est la chose première? Kabed et Avicha Imecha. Hein? Une seconde. Oui. Mais je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans une étude de D'accord, détail. d'accord, d'accord. Excusez-moi. Vous, vous reprenez le plan des 10 commandements Je le prends. et vous réfléchissez. Mhm. Merci. Non, effectivement, il faut étudier ça. Ouais. Alors, je pense que Egon en effet peut se trouver en librairie. Il y a une analyse très importante. Tout le livre est important, mais il y a une analyse très importante du premier chapitre de Bereshit, avec des explications sur le plan de chaque jour. D'ailleurs, c'est lui qui insiste en particulier sur la signification de Vaïhi Chen par rapport à Vaïhi. Par rapport à, par exemple, la Torah aurait pu dire Veken Haya. Mhm. Du point de vue langue, ça aurait été une signification quasi identique. Oui. Sauf, vous vous rappelez, à propos de Hadlakat HaMenorah, les Mhm. instructions données par Moïse à Aaron, et le texte suit en disant Vayarasken Aaron. Vous vous rappelez de ces versets? Et que dit Rachid là-bas? Je sais pas. Melamed Sheloshina. Cela nous enseigne que il n'a pas modifié. Il y avait des instructions sur l'allumage, comment allumer, dans quel ordre, de quelle manière, etc. Et la Torah nous dit Vaya asken Aharon. Alors, d'une part, cela nous enseigne que c'était difficile, que on pouvait s'attendre à ce que ça se passe pas exactement comme il fallait. Eh bien non, Aaron a réussi. Vaya asken Aharon. Et Rachid dit Melamed Shelo Shina. Cela nous enseigne qu'il n'a pas modifié. Qu'est-ce qui nous enseigne qu'il n'a pas modifié? Le fait qu'il soit dit Vayas Ken. Parce que Ken, ça veut dire exactement comme cela devait être. Alors que Chen, c'est-à-dire le même mot mais sans le dagesh, signifie à peu près. Comprenez la cohérence de la logique de la langue.
Lorsque vous lisez un verset qui vous dit Vayehi chen, et qu'ensuite elle décrit ce qui s'est réellement passé, et que vous voyez que ça ne correspond pas exactement à ce qui avait été demandé. Alors comment est-ce que vous pouvez dire il en fut ainsi? Eh oui. Et ça veut dire qu'il faut comprendre ce ainsi, euh, euh, probablement dans le sens de l'ancien français. Ainsi, c'est un peu comme si. Manito avait l'habitude d'utiliser le terme de quasi. Et c'est la raison pour laquelle vient ensuite le jugement, si vous voulez, Vayar Elohim Kitov. Sans rentrer dans le détail de la signification de ce Vayar Elohim Kitov, dit que bien que ça ne corresponde pas exactement à ce que ça devrait être, c'est suffisamment bien pour qu'on puisse continuer. Et la Torah nous donne le détail des distinctions, enfin des différences de ce qui ne s'est pas produit, parce que nous avons besoin de le savoir, parce que ça rentre dans le cadre de Tikkun Haolam. Parce que le Tikkun Haolam, ça consiste à faire correspondre la réalité à la vérité de ce qu'était le plan de la volonté divine. Hmm, tout à fait. Donc, cela ayant été dit, Merci beaucoup. Peut-être que vous pourriez nous préparer un cours plus développé là-dessus. J'ai alors, pensé, j'ai pensé surtout à autre chose. C'est pas autre chose, à la même chose, à les chovot à levavot. Tellement on s'occupe des mitzvot courantes, qui sont comment on va manger, comment on va bénir, comment, etc., etc. Et les mitzvot du cœur, on avait lu le livre de Bayei Ben Pakuda qui avait été traduit par André Chouraki. Il faudrait que je retrouve ce livre. J'ai essayé de lire en hébreu. C'est très, très difficile de lire ce livre en hébreu. c'est difficile de le lire en hébreu parce qu'il est traduit de l'arabe. Ah, non, mais c'est compliqué. Mais C'est non, compliqué. En fait, là, c'est pas à ma portée. non, Ça, non, ce n'est pas. Non, c'est compliqué parce que la syntaxe. Euh, je me souviens de mes études à Langzhou sur les traductions de l'arabe. Euh, il faut savoir la différence qui existe entre une traduction et un calque. oui. Le problème du calque, c'est le fait que ça remplace dans la langue originale chaque mot par un mot en hébreu, mais Mhm. en conservant l'ordre des mots de la phrase. C'est-à-dire qu'on se trouve, et c'est la même chose avec le Moré Nouveau Crime, c'est la même chose avec le Kuzari. On se trouve avec un texte dont la difficulté consiste essentiellement en ce que le mouvement de la pensée ne nous est pas naturel. La syntaxe reflète l'ordre de la pensée. Par exemple, en français, ben, vous avez sujet, verbe, complément. En allemand, vous avez sujet, complément, verbe. Le verbe est toujours rejeté à la fin de la phrase. C'est une manière de penser extrêmement différente. L'action n'apparaît qu'à la fin. Et alors, vous avez la syntaxe arabe, et le calque consiste à reproduire la syntaxe de l'original avec le lexique, les mots
de la langue de traduction. Ça fait que cet ordre-là ne nous est pas naturel du point de vue de la langue. Toujours est-il que le Gaon de Vilna recommandait l'étude du Chovot à Levavot, mais en demandant de remplacer le chapitre sur l'amour de Dieu par le Kuzari. Et, il devait avoir ses raisons. Et, bon, ça, c'est un chapitre, il vaut mieux le laisser de côté et étudier le Kuzari et Kulo Kadosh. Est-ce que la traduction de Chouraki est bonne? Ah, est-ce que la traduction de Chouraki est bonne? Écoutez, Disons, je change le mot. Elle est lisible, elle nous permet de comprendre. ah, euh, oui, Chouraki euh, est un traducteur, un savant d'ailleurs, polyglotte. Il connaissait bien sûr le français, l'hébreu, l'arabe, le grec, le latin. Euh, il a traduit les évangiles du grec en français. Euh, il a, précisément parce qu'il a traduit aussi bien des textes juifs que des textes chrétiens et des textes musulmans, et il a une tendance un peu syncrétiste, c'est-à-dire d'utiliser un vocabulaire qui fait que les choses peuvent paraître par moments, en tout cas, interchangeables. Et puis, à part ça, il a une certaine conception de la littérature. Mais, quelqu'un a posé la question à Manitou. Vous savez qu'il existe un livre qui a été publié d'un dialogue entre Manitou et Chouraki sur Israël. Ah non, je ne sais pas. Oui, des discussions qui ont été enregistrées et qui ont ensuite été publiées sous forme de livre. Alors quelqu'un a demandé à Manitou ce qu'il pensait de la traduction de Chouraki de la Bible. Alors Manitou a répondu, que voulez-vous que je vous dise? On jouait aux billes ensemble quand on était enfant. C'est bien. C'est bien de dire ça. Il a fait. So, Ah, voilà. Je suis désolé d'avoir fait perdre du temps à mais pourquoi est-ce que vous croyez avoir fait perdre du temps? les, les- les amis viennent pour étudier un texte et on a- bon, d'accord. Non, c'est pas vrai. Moi, je viens pour écouter le rap. Et aussi, accessoirement toi, mais c'est surtout le rap. Non, c'est des choses qui actuellement me préoccupent. C'est toute cette histoire, tout le problème. Peut-être que il y a un moment où cette discussion sur la halakha qui n'en termine pas et qui, vous ne pouvez pas rentrer dans une synagogue sans on vous parle de ça. Et j'ai le sentiment que le peuple recherche autre chose de plus profond. Je dis pas que la halakha, c'est pas bien, attention, hein, c'est le code de la route. Je n'ai pas dit ça, mais je sais pas, il y a quelque chose.
Voilà, je vais en profiter puisque vous soulevez ce problème. Je vais en profiter pour parler de la paracha de la semaine. Vous permettez qu'on parle de la paracha de la semaine? Oui. Alors, attendez un instant, je vais aller vous chercher un, un texte. Là, vous êtes rentré dans le laboratoire, hein. Voilà. Alors, le premier verset de la paracha de Mishpatim, c'est Ve'ele ha-mishpatim asher tassim lifnehem. Et le deuxième Rashi, qui explique Asher tassim lifnehem. Alors, bien entendu, nous comprenons parfaitement le verset. Le verset ne pose absolument aucun problème. Que tu placeras devant eux. Nous avons l'habitude, en utilisant les ressources de la langue française, de dire Asher tassim lifnehem, cela veut dire que tu leur proposeras et non que tu leur imposeras. Que tu placeras, que tu poseras devant eux. Alors, bien sûr, il y a une polysémie. Selon que tu considères que l'Ifnehem, eux, c'est tout le peuple, ou l'Ifnehem, eux, ce sont les juges, etc. Mais la deuxième préoccupation, en tout cas de Rashi, Rashi commence par expliquer ce que veut dire ve'ele, lorsqu'il dit ve'ele hamishpatim, et voici les lois. Et le deuxième Rashi, que vous avez devant vous ici, met l'accent sur le verbe tassim. Asher tassim lifnehem, euh, que tu disposeras devant eux. Et Rachid veut expliquer ce que signifie que les choses soient disposées. Le fait que les choses soient disposées, cela signifie, il faut le comprendre comme signifiant, que les enseignements soient disponibles. Alors, qu'est-ce que cela veut dire qu'ils soient disponibles? Et Rashi va expliquer, il ne suffit pas qu'ils soient connus, il faut qu'ils soient compris. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu a dit à Moïse, Lotarale al daratra, qu'ils ne te viennent pas à l'idée. L'omar, de dire, Eshne lahem aperek va'alacha pa'amaim u'shlosha pa'amim. Je vais leur enseigner le chapitre et le paragraphe 2 ou 3 fois, Ad shetehe sedura befihem, afin que les choses soient disposées dans leur bouche, c'est-à-dire qu'ils soient capables de le répéter par eux-mêmes, que Mishnata, à la manière dont cela aura été enseigné, apprendre par cœur. Ve'eni matriach alatzmi, et je ne vais pas me fatiguer, la havinam, de leur faire comprendre, tarameh hadavar, la raison d'être des choses, de la chose, ou perosho et sa signification. Le chachnemar asher tassim lifnehem. C'est pourquoi il est dit que tu disposeras devant eux. Ta shulchan he'aruch, comme la table dressée, ou mouchan est prête, les echol à manger, lifne hadam devant l'homme. C'est de là que vient d'ailleurs le shulchan aruch. Sauf que le shulchan aruch fait exactement le contraire. Il donne le chapitre et la halacha, mais il n'explique pas pourquoi. Eni matriach al atzmi lahavinam ta'ameh hadavar uperusho.
Et si Rachi rapporte cela comme le discours de Dieu à Moïse, cela veut dire que ça s'adresse à n'importe quel enseignant, que ce soit l'instituteur qui enseigne aux petits-enfants ou que ce soit le rave qui enseigne à la yeshiva ou dans le Beth Midrash ou à la synagogue. Eni matriach al atzmi. Je ne vais pas me fatiguer à. Pourquoi me fatiguer à? Parce que c'est difficile, c'est complexe. À la limite, je dirais, l'une des difficultés vient du fait que normalement, enfin idéalement, c'est un enseignant et un enseigné. Ce que je dis et la manière dont je le dis à Jean-Charles ne convient peut-être pas à Dan, ou à Robert, ou à Ishaï. C'est sûr. Or, il est extrêmement difficile, et c'est l'apanage des Gedolé HaGedolim, de parler d'une manière telle que chacun a le sentiment que c'est à lui qu'on parle. Oui. Manitou demandait souvent, dans les cours continus, euh, comme le cours de Parashat Shavua ou le Sha'arei Ora, demandait souvent aux gens de ne pas changer de place d'un cours à l'autre, de s'asseoir toujours à la même place. Et il expliquait que il ne se souvenait pas nécessairement dans le détail de qui avait posé quelle question, mais qu'il se souvenait exactement de d'où était venue la question. La main de droite au fond, ou bon. Et il disait que un cours de Torah, c'est comme un joueur d'échecs qui joue autant de parties simultanées qu'il y a d'auditeurs dans la salle. Et qu'il faut qu'il se souvienne de l'échiquier de chacun, de la disposition des pièces et du déroulement de la partie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Et donc, Eni matriach alatzmi, je ne vais pas me fatiguer, vous rendez compte? 600 000 juifs. Et il faut parler à tous et à chacun simultanément. Mais à quel niveau? Si c'est au niveau de la transmission des connaissances, il n'y a aucun problème. Mais s'il s'agit de faire en sorte que chacun comprenne non seulement de quoi il s'agit, mais en quoi cela le concerne, ça veut dire qu'en réalité, l'effort de l'enseignement, c'est qu'on ne s'adresse pas à l'intelligence, on s'adresse à l'âme. Ah, טוב, איני מטריח על עצמי להבינם טעם הדבר ופירושו. ouais. Bravo. On était arrivé à ce paragraphe-là.
Mais, on peut pas s'arrêter là. Je suis désolé, hein, mais j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin. Alors, comment il faudrait faire pour enseigner la halakha? Et si, vous nous aviez déjà dit que le Shulchan Arour ne s'adressait pas au tout un chacun, il s'adressait aux, aux gens très érudits. Mais alors, comment on fait pour enseigner la halakha dans ce cas-là? Bien, alors écoutez, je suis obligé, attendez, on va enlever le cher, euh, je suis obligé de distinguer entre deux situations ou deux cas de figure, euh, selon que nous sommes dans une situation normale ou que nous sommes dans une situation d'urgence. Dans la situation normale, l'enfant apprend la halakha pendant toute son enfance. L'essentiel de ce qu'il doit savoir, il le sait quand il arrive à la bar mitzvah, parce qu'il a appris à la maison avec papa et maman. Ça on fait pas, ça on fait comme ça on fait autrement. Euh, les petites filles et les petits garçons peuvent apprendre la cacheroute dans la cuisine de maman. Et, et puis le quotidien, ce qu'on fait tous les jours, le Shabbat, les fêtes, ça se vit dans la famille. Et au fur et à mesure que les choses se déroulent, eh ben, les parents expliquent, le racontent. Euh, je me souviens quand on est arrivé en Israël, mon fils avait un peu plus de 6 ans. Il aurait pu rentrer en Kitabet du point de vue de son âge, mais comme il ne savait pas l'hébreu, on a estimé qu'il était préférable qu'il refasse une Kita Aleph. Et donc c'était assez, disons, amusant, entre guillemets, parce que la plupart des choses que les gosses apprenaient, ils les savaient, mais eux parlaient l'hébreu et lui pas. Enfin, il avait des rudiments, il avait appris à lire, mais bon, mais il a appris très vite. Et alors, à une réunion de parents d'élèves, l'institutrice me disait, c'est extraordinaire, quand on étudie quelque chose, quand je leur apprends une fête, une chose comme ça, Yerocha me dit, oui, mais ça, c'est pas une halakha, c'est un minhag, etc. Bon, 6 ans. De manière naturelle, vous savez, un enfant, c'est une éponge. Ça absorbe. Et ça absorbe euh, le, euh, un des ressorts fondamentaux de l'éducation tient au fait que le désir profond de l'enfant, c'est de grandir. Il a une avidité de vie. Et alors, lorsqu'on lui enseigne les choses de manière simple, naturelle, au fur et à mesure, ben, maman allume les lumières de Shabbat. C'est quoi les lumières de Shabbat? Et quelle est la bracha? Et pourquoi? Etc. Au fur et à mesure, la même chose se répète, mais s'approfondit, se développe. Vous savez que à la manière dont le système cognitif de l'enfant, c'est-à-dire le système neuronal, se développe, eh ben, le système neuronal, ça consiste à faire en sorte que les neurones établissent entre eux des connexions. Et plus les connexions sont nombreuses et riches, et plus la, la connaissance s'enrichit. Euh, et, et lorsque l'enfant arrive à la bar mitzvah, c'est-à-dire au moment où il devient
sujet des mitzvot. Jusqu'à présent, il n'était pas soumis aux mitzvot. Il était soumis au devoir d'éducation, bar chinour. Et dire bar chinour, ça veut dire que l'enfant sera le produit de son éducation. Bar, ça veut dire fils. Et à partir d'un certain moment où il devient autonome, responsable, il va devenir le fils de lui-même, bar mitzvah, de sa conduite. Ça, c'est la situation normale. Et donc, lorsque l'enfant arrive à l'âge où il devient soumis aux mitzvot, eh bien, toutes les mitzvot du quotidien, du jour le jour, il les connaît. Et il connaît, il sait ce qu'il doit faire, mais pour autant, il sait pas pourquoi il doit le faire. Ça, c'est C'est pas pas vrai. parce qu'il, Ça, c'est pas vrai. je sais pas, la plupart du temps, est-ce que vous, Attendez, excusez-moi, je vous ai décrit la situation idéale. ah, d'accord. Donc, quand il a vu ses parents savaient pourquoi il faisait ce qu'il Ah faisait. ben, dans la situation idéale, les parents savent répondre aux questions des enfants. Oui, d'accord, Non, non, mais je vous ai dit, je suis obligé de vous décrire deux états de fait, deux situations. d'accord, d'accord. Ça, c'est le cas idéal. La situation Ok, donc non seulement les parents font ce qui est à faire, mais ils savent pourquoi ils le font et ils savent faire la différence entre la halacha et les minagim. et de savoir pourquoi on le fait Et pourquoi on le fait, d'accord. et quelles sont les significations, etc. D'accord, donc c'est à la fois la situation Bon. idéale, mais extrêmement rare. Et puis à partir de ce moment-là, les connaissances vont s'enrichir, si je puis dire, non seulement parce qu'il va y avoir l'étude continuée de la Torah, le Talmud Torah, mais aussi parce que lorsque une situation inattendue va se présenter, eh ben, on va aller voir le Rav, on va lui dire comment on fait. D'accord. Bon, je Euh, veux simplement vous rappeler qu'au début, vous n'avez pas parlé d'une situation idéale, mais une situation normale. oui, Alors ben c'est alors, vrai que non, c'est alors je précise que j'entends par normal ce que vous appelez idéal. d'accord, Et puis, il y a la situation anormale. La situation anormale, c'est celle que nous vivons et ça va prendre un certain nombre d'années de retrouver à l'échelle collective une normalité saine. Une normalité saine parce que ça veut dire qu'il va falloir avoir formé des maîtres et euh, au cours de Parashat Hashavah de dimanche dernier, lorsqu'on a étudié ce verset et le commentaire de Rashi, Nimatriach Alatzmi, alors l'un des participants au cours, l'une des auditrices, a dit, mais c'est peut-être parce que le maître ne sait pas lui-même. Comment voulez-vous que j'explique le sens, la signification de la chose et son explication si je ne l'ai pas apprise moi-même? C'est la raison pour laquelle il est beaucoup plus facile d'enseigner vigoureusement la lettre de la halakha, et vous allez avoir des gens qui sont très avides de cela. Les gens ont envie de savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et ce qu'il ne faut pas faire, et ce qu'il faut éviter de faire. Euh, avec le drame, vous savez, c'est comme les victimes collatérales. La victime collatérale, en l'occurrence, c'est la personne elle-même. C'est le fait que la force, elle devient obsessionnelle. Et, euh, et alors, là, étant donné que c'est une situation anormale, il faut effectivement apprendre aux gens ce qu'il faut faire et et comment le faire. Je vais vous donner un exemple rapide. Euh,
nous avons cette année un spécial. Pourquoi? Il tombe vendredi soir, hein. Samedi soir, samedi soir. Ouais, parce que c'est le cas de RF Pessah chez Chal Shabbat. Mm. Alors quand RF Pessah tombe le Shabbat, alors normalement le matin du 14, on devait faire Biur Chametz, mais c'était Shabbat, on ne peut pas. Et puis il y a toutes sortes d'autres choses. Alors j'ai un document que j'ai écrit il y a déjà 40 ans, qui explique comment on fait euh, pour régler tous les problèmes qui se posent avec RF Pessah chez Khan Shabbat. Étant donné que c'est une situation exceptionnelle, eh ben, euh, on ne connaît pas très bien parce que, étant donné que c'est pas quelque chose qui se répète suffisamment souvent et que d'une fois à l'autre, on oublie, et donc il faut rafraîchir la mémoire. Et donc il y a des instructions. Mais la question qui se pose, enfin ce que nous avons appris avec Manitou en particulier, pourquoi cet enseignement de Manitou a eu cet impact sur nous, qui avons été ses élèves proches, et pourquoi a-t-il cet impact aujourd'hui sur toute une génération de jeunes et moins jeunes Israéliens, euh, étudiants et professeurs, rabbins, directeurs de Midrashiot, Rashi Yeshivot, etc. Parce que les gens découvrent ce que c'est que l'enseignement authentique de la Torah. Mais ça va prendre 3 générations jusqu'à ce que ça se renormalise. Alors, bien entendu, il faut aussi enseigner la halakha. Le dimanche matin à Paris, chez le Rav Rothenberg Zatzal, nous avions un cours de Shulchan Aruch pour Baalei Batim. Un cours de Shulchan Aruch pour Baalei Batim, ça veut dire pour hommes mariés. Et on étudiait les Ilchot Nida. Parmi les halachot concernant Ilchot Nida, il y a le mikvé. Vous avez entendu parler du mikvé? Et alors, nous sommes en train d'étudier le Shulchan Aruch, euh, et, et nous lisons que la femme doit se démêler les cheveux, se peigner, s'assurer qu'il n'y a pas de nœuds, etc. Et l'un des juifs, qui était assis juste en face de moi, à la droite du Rav. Le Rav est au bout de la table, moi j'étais à sa gauche, et en face de moi, à sa droite, il y avait le juif dont je parle, qui a l'air extrêmement perturbé et, et qui dit au Rav, mais je ne comprends pas, une femme n'est pas supposée avoir des cheveux. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Oui. Oui. Parce que le minhag, précisément à cause de la complexité d'avoir à se peigner, etc., c'est que les femmes mariées se rasaient la tête pour ne pas Ah risquer bon? que deux cheveux soient collés ensemble. Pourquoi elles portent des perruques? Elles portent des perruques parce qu'elles n'ont pas de cheveux. Ah. L'idée que peut-être deux cheveux sont restés collés ensemble et que le mikvé n'était pas cachère. Hmm. Mais Rav, on nous avait expliqué que ces femmes qui se rasaient Hmm. la tête, c'était à cause
de ce qui se passait dans certains en Europe centrale où le baron du coin assouvissait comment dire, couchait avec la jeune femme qui allait se marier. Et donc, elle s'enlaidissait pour que le repousser en quelque sorte. Ouais. Je Vous sais avez pas si entendu parler de ce qu'on appelle en français les légendes? Hmm. oui. Et ça, c'est une légende. Alors, je vais vous dire une chose. À supposer que ce soit vrai, ça s'appelait en français le droit de cuissage. Oui, c'est ça. Et à supposer que ce soit vrai, eh ben, après les noces, elle pouvait se laisser repousser les cheveux. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Une jeune fille qui arrivait au mariage, qui s'était jamais couché les cheveux, elle avait des cheveux longs. Et alors on lui expliquait qu'elle devait se raser la tête, que c'était une offrande à son mari. Elle Oh, offrait en quelque sorte sa belle chevelure, mais vous imaginez la souffrance que ça représente? et une autre, c'est terrible. Et alors, on nous explique tout ça, c'est pourquoi? Parce que pour que le mikvé soit kasher, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de euh, chotzetz. Oui, Si alors, il y a toutes sortes de questions qui se posent. J'ai un sparadrap. Est-ce que le sparadrap, il est chotzetz ou il n'est pas chotzetz? Bon, alors, la, la balanite, la femme préposée au mikvé, elle a l'habitude de passer un bon moment à brosser les cheveux des femmes pour s'assurer qu'ils sont bien démêlés, que quand on passe les mains dans les cheveux comme ça accroche pas, etc. Et alors ce juif qui a l'air tout à fait abasourdi et qui dit au Rav, mais je comprends pas, la femme n'est pas supposée avoir des cheveux. Et je me souviens du Rav avec calme, gentillesse, douceur, en train d'expliquer à un juif qu'une femme est supposée avoir des cheveux. Il fallait expliquer à quelqu'un qu'une femme est supposée avoir des cheveux, on croit rêver. Et puis il fallait lui expliquer avec douceur et tendresse, et expliquer que c'était pas normal, que c'était une solution de facilité et que c'était en fait quelque chose que le mari soucieux de chas de shalom, qu'il ait des relations avec une femme qui est soupçonnée d'être nida, hein, parce wow. qu'elle avait deux cheveux qui étaient restés collés. Alors bien sûr, c'est très important, enfin, euh, tam hadavar faire. Alors il faut apprendre ces choses-là. Et on peut dire que, par exemple, les jeunes mariés, ils n'ont pas eu l'occasion d'étudier ces halakhot-là, parce que ce n'étaient pas des cas de figure qui se présentaient dans l'enfance. Mhm, c'est vrai. Mais étant donné que à partir du moment où l'enfant devient bar mitzvah, ça veut dire aussi que c'est que le moment où il devient pubère, alors le père est supposé aussi lui enseigner un certain nombre de choses. Il va y avoir des transformations physiologiques qui vont se produire dans son corps. Il va y avoir de de nouveaux sentiments qui vont s'éveiller ou qui ont commencé déjà à s'éveiller. Vous savez, euh,
J'ai assisté un jour à la synagogue, le jour de la bar mitzvah de quelqu'un, d'une famille que je connaissais, et où le darshan explique que maintenant qu'il est bar mitzvah, il va avoir le Yetzer Hara. J'étais totalement choqué. Je dis non, 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 maintenant il va avoir le Yetzer Tov. Et le darshan qui insiste en disant non, le Yetzer Tov, il l'a depuis l'enfance, maintenant il va avoir le Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il va avoir les pulsions sexuelles, c'est le Yetzer Hara. Dans la tradition juive, c'est exactement le contraire. Il était totalement à côté de la plaque, ce monsieur. Ki Yetzer Lev Adam Ra Minurav. Et le Yetzer Tov ne commence à se développer en l'homme qu'à partir de la bar mitzvah. Pourquoi? Parce avec la bar mitzvah, elle devient capable de donner la vie. Donc c'est le Ratzon le Hashpia qui commence à se développer, alors que jusqu'à présent, son devoir, c'était d'apprendre à vivre. Il s'agissait d'intégrer le Yetzer Hara à la vie. Parce que le Yetzer Hara, je vais vous le traduire en français de notre Oui, environnement spirituel et intellectuel, c'est le vouloir vouloir. vivre. Et le vouloir vivre consiste à recevoir tout ce que je peux recevoir de l'existence, au niveau physique, au niveau euh, affectif, au niveau intellectuel, nefesh, ruach, neshama. Et Manitou nous expliquait en détail que le Yetzer Hara n'est pas Ra. Le Yetzer Hara n'est pas mauvais, il est bon. Sauf que exacerber le vouloir recevoir, et il faut que le vouloir recevoir, il faut que que les parents apprennent à l'enfant à vouloir recevoir le plus possible. Et Manitou expliquait que plus l'enfant aura désir de recevoir, plus il sera capable de désirer recevoir la Torah. Parce qu'il y a un stade où il s'agit de développer le vouloir recevoir, et puis il y a un stade à partir duquel on commence à développer le quoi vaut-il la peine de vouloir recevoir. Et puis progressivement, quand on arrive à la bar mitzvah, alors on parle de Ratzon le Kabel Almenat le Hashpia. Je ne pourrai jamais donner que ce que j'aurai reçu. Celui qui ne veut que donner et pas recevoir devient fou. Et donc, à partir de la bar mitzvah, lorsque le pouvoir de donner la vie commence à se développer, alors le Yetzer Tov, qui est le Ratzon le Hashpia, commence à se développer et on peut commencer ce travail indiqué par Rashi sur le verset de Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, et Rashi explique Bishnei Yetzirecha. Eh bien, donc il arrive à un âge où il s'agit de commencer à étudier et à apprendre de nouvelles choses. Mon fils, ma fille, tu vas te marier et tu vas avoir telle et telle responsabilité, tel et tel devoir, telle et telle obligation. Donc, pour résumer, une explication halachique, ça doit comporter un énoncé, une source et puis le pourquoi de cette halakha. Absolument.
Alors, comment on comprend Nease Venishma? Ah, eh bien, le pshat de Naaseh Venishma, c'est tout simplement ce que nous avons déjà entendu. Nous sommes prêts à le faire et nous sommes prêts à entendre davantage. Entendu, ça veut dire comprendre ce que nous avons déjà compris. Ce que nous avons déjà appris. Appris, appris au sens comprendre comprendre. Appris, J'ai euh, compris. appris et compris, parce que ça va ensemble. Mais euh, ceux qui disent que la compréhension vient par la pratique, ce sont des clowns. Il y a certaines dimensions de la compréhension qui ne peuvent venir qu'avec la pratique. Si vous n'avez jamais mangé un pamplemousse, alors vous ne pouvez pas savoir quel est le goût du pamplemousse. Je vous rappelle que goût en hébreu, ça se dit taram. Alors on pourra vous dire que ça ressemble un peu à l'orange, mais comme si c'était un citron. Et, bon, alors vous aurez des connaissances vagues. Tant que vous ne l'aurez pas goûté, le pamplemousse, vous ne saurez pas. Et même quand vous aurez goûté un pamplemousse, vous aurez toujours le sentiment que peut-être un autre pamplemousse a un goût légèrement différent. Et c'est vrai. Il y en a qui sont un peu plus amers, certains qui sont plus doux, certains qui sont plus acides. Il faut beaucoup de pamplemousse pour avoir le goût synthétique du pamplemousse. Mais prétendre que la compréhension vient de la pratique, c'est faux. Alors, bien entendu, il faut que j'apprenne quoi faire et comment faire avant de pouvoir comprendre pourquoi faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une urgence du faire. Manitou racontait, quelqu'un est venu lui dire, je comprends confusément que manger cachère, ça doit être important. Et je veux bien manger cachère, mais je veux savoir pourquoi. Et alors Manitou lui a répondu, eh bien, un médecin m'a récemment parlé de la même manière, et je lui ai dit que si quelqu'un refusait de manger tant qu'il n'aurait pas compris exactement le fonctionnement du système digestif, il serait mort avant d'avoir compris. Parce qu'il faut manger. Et puis pendant que tu manges, tu apprends aussi le fonctionnement du tube digestif. Et donc il y a une urgence du savoir-faire. Mais même le savoir-faire, même les halachot élémentaires, si je puis dire, peuvent être accompagnés à petites touches de, de, de signification élémentaire, d'orientation, de direction, de réflexion. Et il y a, il y a un cours de Manitou sur la cacheroute qu'il avait donné à Orsay dans les années 60. Euh, je ne me souviens plus de combien de cours il y a. J'ai les enregistrements. Il va falloir que j'édite ça un jour parce que, bon, bref. Dan, vous n'avez pas retrouvé les cassettes de d'Arnold? J'ai pas vraiment cherché plus que ça pour le moment, mais j'essaierai. Ça serait une bonne chose. Vous pouvez déjà poser la question à maman. C'est peut-être. Ouais, non, je lui avais demandé, mais il faut que j'aille moi chercher. Tov. Parce que il y avait un certain nombre de cours extrêmement importants. Oui, mais la plupart de ces cours, ils ont été enregistrés par d'autres, de toutes les façons. Oui, vous les connaissez, les autres? Non, mais ils sont déjà sur le site, non?
Ah, c'est difficile, c'est difficile à savoir. Hmm. Moi, j'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns, mais je suis toujours anxieux de ne pas les avoir tous. Oui, bien sûr. Et moi aussi, j'en ai que mon beau-père m'a transmis. Donc, je dois avoir des cassettes quelque part, il faut que je regarde. Ça date de quelle époque? Vous remontez à l'époque? Alors là, Ou- je parle des années 60. Non, les années 60, il était en Algérie, c'est compliqué là. Ce cours sur la cacheroute se trouve facilement. J'en sais rien. Ah, Alors, euh, comment dire? Bon, je n'ai pas beaucoup fréquenté le site de la Fondation, mais je ne sais pas s'ils ont ils ont beaucoup d'enregistrements en hébreu. Je ne sais pas s'ils ont des enregistrements en français. Faudrait Ben, il y a demander. dans ils tout en ont, Manitou, il y a environ 1000 cours. ils en ont forcément parce que je leur en ai transmis. Oui, dans tout Manitou, oui. Je sais pas, c'est possible. Et c'est surtout sur la parachat à Chabot, hein. Non, Il il y y a a quelques... beaucoup, il y a des séminaires, il y a toutes sortes de Ouais. choses. Il faut voir s'il y a ces cours sur la... Oui. Et bon, moi, j'avais à une époque, j'avais aidé une jeune fille à intégrer Mayanot et elle enregistrait les cours de paracha et elle me les transmettait. Et c'était dans les années 80, 83, 84 par là. Et je n'ai pas trouvé ces cours-là sur tout Manitou. Enfin bref. Euh, bon, donc voilà. Euh, le problème des cours de halakha, bon, d'abord, c'est dire, euh, un des problèmes majeurs d'ailleurs des cours de halakha, c'est que le public est généralement hétérogène. Les gens ne sont pas au même niveau. Dire qu'ils ne sont pas au même niveau, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au même niveau intellectuel, parce que le niveau intellectuel n'a rien à voir. Euh, c'est, euh, je vous ai raconté cette anecdote de ma question de halakha au Rav Rothenberg Zatzal. Mhm. Ouais. Oui. Alors je la répète et je me la répète en permanence parce que d'abord c'est la première fois que j'entendais un rave et de cette envergure qui était celle de Rav Rothenberg, qui était un géant, euh, me dire que la halakha n'était pas uniforme et univoque pour tout le monde. C'est terrible, ça. Il dit, le, euh, le degré, si vous voulez, d'attention, de précision, etc., euh, ça veut dire la capacité d'investissement de quelqu'un dans ce qu'il fait, ce qui suppose des niveaux de conscience. C'est très différent d'une personne à l'autre. Et ça ne veut pas dire que cela puisse s'évaluer en termes de celui-là est mieux et celui-là il est moins bien. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Celui-là est arrivé à tel endroit de son itinéraire, celui-là est en avance, celui-là est en retard. Par rapport à celui-là, pas par rapport à soi-même. Chacun a son rythme d'évolution propre. Et alors, euh, le- un cours de halakha, je dirais, maximaliste, qui va vous rentrer
dans la halakha en question toutes les khumrot possibles. Ça va être insupportable à certains, et comme ils ne seront pas capables de vivre comme cela, alors ils vont développer des complexes de culpabilité, c'est atroce. Mhm. C'est vrai, c'est ça. Et puis pour certains, un cours de halakha un peu trop élémentaire, ça va les laisser sur leur faim. Dire, ben, oui, mais enfin, bon, ben, ok. On dit, fais déjà ça, tu verras après. Alors bien entendu, il y a une dialectique du faire et du comprendre, et à chaque fois que le comprendre s'intègre au faire, cela invite à un faire d'un rang supérieur. Ça, c'est un enseignement important de Rabbi Nachman de Bratslav. L'Inase Nishma, c'est une échelle. À un certain stade, le Nishma devient de la nature du Narasé, et alors cela appelle un Nishma d'un rang supérieur. Et on s'élève ainsi de Naasé en Nishma et de Nishma en Naasé. Et Manitou expliquait, chez les élèves, le Narasé précède le Nishma, mais chez le maître, le Nishma précède le Narasé. Le maître qui enseigne le Narasé, s'il ne connaît pas le Nishma, il ne peut pas enseigner le Narasé. Parce que le Narasé qu'il enseigne doit être imbibé du Nishma. Mhm. Je ne peux jamais tout dire. Mais quand je dis quelque chose, je peux essayer de le dire d'une manière telle que cela soit imprégné en quoi que ce soit de ce que je ne peux pas dire. Euh, le non dit dans le dit est aussi important. Et si vous voulez, c'est le rapport qui existe entre le blanc du parchemin et le noir de l'encre. Or, dans la Torah, euh, il faut que chaque lettre soit distincte de ses voisines. Si des lettres se touchent, le Sefer est pas sourd. Mais étant donné, si vous voulez, que le nishma du texte, c'est le blanc du parchemin, et que le narrassé du texte, c'est le noir de l'encre, alors il faut que tout le narrassé baigne dans le nishma. Ouais, c'est beau cette image, hein. Hmm. Notre Rav disait, il faut écouter la musique aussi. Bien entendu, bien entendu, c'est la raison pour laquelle la Créata Torah est mélodique. Bien entendu, il y a des situations, vous n'avez pas de Baal Koré, vous n'avez pas quelqu'un qui sait les taramim. Alors on va lire sans les taramim. Et puis il peut y avoir une situation où il y a pas de Sefer Torah. Alors on va lire dans un Chumash. Parce qu'il faut il faut s'acquitter de ce qu'on peut faire. Mais le, comment dire, les situations sociales évoluent. Dans nos synagogues de notre temps, euh, il n'y a plus de meturgoman. Avant, on lisait un verset et immédiatement, il y avait quelqu'un qui lisait, qui lisait la traduction du verset.
Alors ça pouvait être en araméen, puis ça pouvait être en judéo-espagnol, en judéo-arabe, en yiddish, que sais-je. Ça se fait plus, nulle part. Quand je dis nulle part, j'affirme peut-être quelque chose d'une manière trop absolue. Peut-être qu'il y a quelque part, je ne sais pas où ce genre de choses se fait encore. Oui, chez les Thémanim, Pays ils lisent unique. le Oui, Targum. oui. Mais là aussi, ils lisent qu'une petite partie parce que les gens sont pressés. Mais les enfants savent lire. Ouais. Et puis, il y a encore un certain nombre de gens qui pratiquent le Shnai Mikra Vechat Targum. Mhm. Donc, Est-ce qu'on sait, pardon, depuis plusieurs siècles, on peut remplacer le Targum par par Rashi. Parce que, étant donné que les gens savent moins l'araméen que l'hébreu, le fait de lire le Targum en araméen, ça leur rajoute pas grand-chose. Si ce n'est Mhm. que ça permet d'apprendre l'araméen à cause du verset en hébreu, c'est le contraire. Enfin bref. Oui, vous vouliez poser une question. est-ce qu'on peut expliquer pourquoi le naafé c'est le noir et l'encre et pourquoi le nishma c'est le blanc et les espaces entre les lettres? Ah, le blanc, il est là présent devant vous. Et puis, il faut écrire. Donc l'écriture, c'est l'acte. C'est donc le naasé. Voilà une belle explication, hein. Et j'ajouterai encore peut-être une ou deux choses. En réalité, lorsque vous apprenez à parler, et vous savez parler avant de savoir écrire, mais lorsqu'on vous dit quelque chose, si vous ne comprenez pas la langue dans laquelle on vous parle, euh, c'est... Je me souviens d'une époque où on disait en France, pour moi c'est de l'hébreu, Halevaï. Et donc, il faut comprendre cette chose-là, que le nishma implique une compréhension. Euh, Vous savez encore un peu de français classique. Quand vous dites à quelqu'un j'entends bien, Je comprends bien. ça veut dire je comprends ce que tu dis. Or, dans les langues juives, lire, ça veut dire étudier. Ouais. Et vous avez dans la Gemara un enseignement qui se rapporte d'ailleurs aussi à la paracha de Mishpatim, puisque c'est à la fin de la paracha de Mishpatim où Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et je te donnerai les tables de pierre et la mitzvah et la Torah et la Torah et la mitzvah que j'ai écrite pour l'enseigner. Vous retrouverez le verset Katavti le Horotam. Et il y a là-bas l'explication de Resh Lakish qui dit Luchot, c'est la Seret Adibrot, et la Torah, c'est le Mikra, et la Mitzvah, c'est la Mishnah, et Achar Katavti, c'est Nevi'im et Ketuvim.
Et le Horotam, c'est la Gemara, et cela t'enseigne que tout cela a été donné ensemble à Moïse pendant les 40 jours où il était sur le mont Sinaï. Euh, alors, Resh Lakish dit Mikra zu Torah. Non, Torah ze Mikra. Slicha. Alors, il y a un rachis extraordinaire là-dessus. Et Rashi, sur ce mot, que la Torah c'est le Mikra, dit Yesh mitzvah likro batorah. Vous vous rendez compte, vous avez besoin d'un Rashi pour dire que c'est une mitzvah de lire la Torah, c'est-à-dire d'étudier la Torah en tant que Torah. Alors, étudier la Torah en tant que Torah, ça veut dire pas l'étudier dans la perspective de la halacha, l'étudier dans la perspective de la compréhension de l'histoire que la Torah raconte et de comprendre pourquoi dans la Torah, vous avez cet enchevêtrement du récit avec les mitzvot. Exactement, c'est exactement ce que j'ai entendu hier du directeur de l'école où mon petit-fils va et à qui on a remis le Chumash hier. C'est exactement ça qu'il a dit. Il y a des gens qui disent ce qu'il faut dire. Oui, mais alors, quand on demande à un enseignant et qui dicte une halakha, pourquoi? Généralement, il donne pas la raison, il donne la source parce que c'est écrit à tel endroit. C'est pas une raison, ça, c'est une source. Oui, mais encore une fois, la remarque de cette auditrice que je rapportais tout à l'heure est tout à fait pertinente. Personne ne peut enseigner ce qu'il n'a pas appris. Sûr. Ça me rappelle encore quelque chose que Manitou nous disait, et j'ai des souvenirs là qui remontent loin, des souvenirs de près de 60 ans. Hein, avoir 80 ans, ça vous donne une épaisseur de souvenirs. Alors, En- Manitou disait, le drame, c'est que vous allez avoir des gamins de 17 ans ou 18 ans que l'on va mettre comme instituteurs pour les petits-enfants. C'est un drame. Et les instituteurs des petits-enfants, ça doit être les plus anciens de la vie, de la communauté. Pas quelqu'un qui sait à peine plus que celui à qui il enseigne. Pour enseigner aux petits-enfants, il faut toute l'épaisseur de la vie. Et il nous citait le Gaon de Vilna, qui le Shabbat après-midi donnait un cours au cocher de fiacre. Ouais, Gaon Ouais. de Vilna, cocher de fiacre. Je pourrais vous dire, c'est le cancre assis au dernier rang de la salle de classe qui pouvait donner des cours au cocher de fiacre. Non. Écoutez, je le répète souvent, je ne suis pas du tout omniscient, je ne sais pas tout. Je sais beaucoup moins que ce qu'il y a à savoir. Mais j'ai appris un certain nombre de choses. Et, Mhm. euh,
Et en particulier, j'ai appris aussi à dire je ne sais pas. Et donc, si on me pose la question pourquoi ceci, pourquoi cela, et parfois je peux répondre je ne sais pas. Et il nous arrive, mon ami Eliezer Cherki et moi-même, de nous appeler pour nous poser des questions. Manitou a dit ça, comment tu comprends? Tout à fait. Et, et je me souviens à l'époque où nous travaillions sur le Kimitzion, vous savez, les deux volumes de Kimitzion sur la paracha et sur les Moadim. Alors, nous étions trois ou quatre à travailler là-dessus. Il y avait Gil Ben Moshe Alav Shalom et Yehuda Nakash et Yibadel Chaim Arukim Eliezer Cherki, moi-même. Alors, il y avait les, les feuillets de Kimitzion et puis aussi quelques manuscrits de Manitou qu'on avait retrouvés. Et on travaillait à mettre ça en forme, à construire les livres sur la paracha et sur les Moadim. Et ces textes de Kimitzion qui avaient été tapés par des secrétaires diverses et variés, pour ne pas dire avariés, euh, euh, je me souviens c'est anecdotique, mais ça a été publié comme ça dans les feuillets de Kimitzion. Euh, euh, Souvent Manitou écrivait les Mamarim pour Kimitzion. Et puis, il est arrivé une fois qu'il n'avait pas eu le temps d'écrire, et donc de donner à la secrétaire qui devait aussi déchiffrer ce que Manitou avait écrit. Ce n'était pas toujours une évidence. Et alors, il était à l'aéroport parce qu'il partait à Paris. Et de l'Aude, il a téléphoné le cours de Kimitzion à la secrétaire. Alors, il a parlé du premier homme. Vous savez, le premier homme, c'est Adam Arishon. Vous savez. Et la secrétaire, elle a écrit premier, Rome, R-O-M-E. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ben, ça veut rien dire. Mais elle a écrit le premier Rome. Bon, ça, c'est bon, c'est gros au point d'être grossier, mais il y a toutes sortes de petites erreurs, également de grammaire, euh, et on discutait, mais qu'est-ce que Manitou a voulu dire? Cette phrase, elle tient pas. Ensuite, quand je travaillais sur les Chevrots de Mayanot, les premières Chevrots de Mayanot, c'est Eliezer Cherki qui les a fait avec Manitou, du vivant de Manitou et en collaboration étroite avec Manitou. Et puis ensuite, je me souviens plus si c'est à partir de la sixième ou de la septième brochure, je me souviens plus exactement. Jusqu'à la douzième, c'est moi qui les ai, c'est moi qui les ai rédigés. Alors on avait les cassettes, et on écoutait la cassette, parfois c'était difficile à entendre. Et on s'interrogeait, on se demandait, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Et croyez-moi, Eliezer Cherki et moi, sans, comment dire, sans nous vanter, nous avions quand même une certaine connaissance de l'enseignement de Manitou. Je pose la question, ça veut dire quoi? Comment transcrire? Comment... Parce qu'une exigence de Manitou, c'était que ce qui est écrit doit être impeccable. Il ne doit pas y avoir de l'à peu près dans ce qui est écrit. Il avait une exigence de précision et d'exactitude
aussi bien de fond que de forme. Ah, bon. Alors, je disais tout à l'heure, je ne sais pas tout, loin de là. Mais je dois à mes maîtres et à Manitou en particulier euh, le fait d'avoir, comme on disait de mon temps, appris à apprendre, dans les deux sens du terme. Il nous a appris à lire. Les exercices de lecture que nous faisons lorsque nous lisons, par exemple, le Maharal. Et il faut avoir appris la langue du Maharal, il faut avoir appris de quelle manière son texte fonctionne. Ouais. Il ne s'agit pas d'inventer. Et vous savez, euh, le Rabbi Yosef Karo, avant d'écrire son Shulchan Aruch, a commenté deux grands ouvrages halakha. Il a commenté les Arba Turim. Vous savez qui sont les Arba Turim? Mhm. C'est le fils du Roche, Rabbeinu Asher, qui a écrit les Arba Turim. Et Rabbi Yosef Karo a commenté les Arba Turim. Son commentaire s'appelle le Bet Yosef. C'est pourquoi, traditionnellement, dans beaucoup de communautés, on l'appelle, Rabbi Yosef Karo, le Bet Yosef. Et donc, quand il a composé son Shulchan Aruch, il a conservé la, la structure, le plan des Arba Turim du point de vue des quatre parties du Shulchan Aruch et des chapitres. Sauf que dans les Arba Turim, les différents chapitres, disons comme ça, ne sont pas divisés en halachot. Il n'y a pas de séifique comme dans le Shulchan Aruch. Mais en plus de cela, dans les Arba Turim, eh bien, vous avez un exposé de la halacha accompagné abondamment d'explications sur la halacha. Et dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo a purement et simplement retenu la halacha, il a supprimé toutes les explications. Tu veux les explications, ben tu vas à la source, tu vas dans les Arba Turim. Et il a également commenté le Mishneh Torah de Maïmonide avant de composer son Shulchan Aruch, et son commentaire sur le Mishneh Torah s'appelle le Kesef Mishneh. Et il reprend ici et là une halakha du Rambam. Mais l'intention du Shulchan Aruch, c'était de faire pour la halakha ce que Maïmonide a fait pour le Talmud. Exposer purement et simplement les conclusions. Et encore une fois, je le répète, ce n'était pas un livre destiné au grand public. C'est un livre destiné aux Talmidei Chachamim.
un peu à la manière d'un aide-mémoire. C'est la raison pour laquelle vous prenez le Shulchan Aruch. Vous avez ouvert un vrai Shulchan Aruch une fois? Mm. Non, c'est une question sérieuse. Oui, enfin, Oui? Pas le Kitsour. Hmm. mm. Comme ton. Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça, le Shulchan Aruch. Mhm. Vous voyez, ça ici, c'est deux lignes au milieu, ok. C'est le Shulchan Aruch. Et puis tout ça autour, La folie. et cette page tout entière, ok, c'est sur ces deux lignes-là et ces quatre lignes-là. Alors vous avez par exemple, dans la ligne ici, vous avez un petit aleph, un grand aleph entre parenthèses, un petit aleph rachi entre parenthèses, et tout ça, ça renvoie à chacun des commentaires qui sont autour, soit le Magen David, soit le Magen Abraham, soit le Be'er Hagolah, soit le Ateret Zekenim, et puis le Be'er Hetel et le Sharet Tshuva, essentiellement, parce que aussi les Hagahot de Rabbi Akiva et le Machatzit HaShekel. Et ça, ce sont les principaux, parce qu'ensuite, après le chapitre, vous avez encore un certain nombre de commentaires comme ça. Mais c'est affolant. C'est-à-dire que sur une phrase aussi simple que Yitgaber Ka'ari Laramot Baboker Lavodat Bor'o, Sheyehu Meorer Hashachar. Ah, c'est la première mitzvah du Shulchan Aruch Or Chaim. Se lever le matin avant le lever du jour. Et cela implique Yitgaber Ka'ari. C'est-à-dire qu'il faut avoir Gvuratari. Il faut avoir le courage et la puissance du lion. C'est pas Yeletov Yerushalayim, Gvuratari. Ça veut dire qu'il y a une certaine énergie, une certaine véhémence, une certaine volonté à mettre en œuvre. Et alors là-dessus, vous allez avoir sur le mot Yid-Gaber, sur le mot Kahari, Sheyehu Meorer HaShachar. Alors vous allez le petit bête, le grand bête ici, le Aleph, le petit rond, tout ça, ça renvoie à des commentaires tout autour. Bon, mais c'est... Mon chien, tu as fini? Eh bien, on va finir maintenant. Juste une question. Toutes les halachot ont une explication? C'est-
Je suis en train de me poser la question de savoir si je comprends votre question. Est-ce qu'il se pourrait que le bon Dieu parle pour ne rien dire? Non, mais il y a des choses qu'on fait qui sont des rocs et dont on sait qu'on ne sait pas pourquoi on les fait. Alors, on ne sait pas, mais quelqu'un sait. Donc la réponse est oui à ma question. La tendance, c'est de répondre oui à votre question. Oui, euh, vous savez, bon, on va se voler quelques minutes sur l'horaire, mais il y a une légende tenace selon laquelle les hukim seraient des mitzvot qui n'ont pas de sens. C'est encore une fois, c'est une légende. Alors, il y a essentiellement trois catégories de mitzvot. Celles qu'on appelle hukim, mitzvot et mishpatim. Alors, les hukim, c'est les mitzvot ben Adam la makom. Les mitzvot sont les mitzvot ben Adam la atzmo, et les mishpatim sont les mitzvot ben Adam la chavero. Et alors, vous avez une paracha qui s'appelle Bechukotai. Vous vous rappelez? C'est l'une des dernières parachutes de Vaïkra. C'est même la dernière. Alors, ça commence par Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru v'asitem otam. Et donc, Im Bechukotai telechu. Si vous suivez mes chukot, si vous marchez selon mes chukot. Alors, Rashi va expliquer le terme de chukot. Les Im Bechukotai telechu, tu peux croire qu'il s'agit de la pratique des mitzvot, mais la pratique des mitzvot suit dans le verset que vous les pratiquiez et que vous les faisiez. Donc, ça ne peut pas vouloir être Im Bechukotai telechu. Alors, ça veut dire quoi, Im Bechukotai telechu? Shetihu asukim batorah. Alors, si les chukot sont incompréhensibles, ça veut dire quoi être asuk batorah? Ça ne veut pas dire les pratiquer. Et il y a des non-sens totaux. Alors, comment dire, euh, on va nous donner des exemples pour illustrer le fait que c'est pas compréhensible, c'est de la vache rousse. Je me souviens qu'il y avait un des élèves de Monsieur Gordin qui a cru pendant des mois que la vache rousse, c'était la prononciation d'un mot hébreu comme la cache rousse. Bref, c'est un ami que j'ai bien connu. Et donc, on s'évertue à nous expliquer que c'est incompréhensible. Alors que vous allez avoir une littérature abondante de commentaires, de Midrashim, du Zohar, qui vont parler de la vache rousse. Alors, si c'est tellement pas compréhensible, pourquoi est-ce qu'il faut en parler autant? On explique très bien. Bien entendu, il y a une certaine dimension à intégrer dans l'étude et dans la compréhension,
c'est la dimension de l'infini. La dimension de l'infini, ça veut dire que c'est une progression dans l'étude à l'infini. Vous vous rappelez, nous avons étudié cela à l'époque lorsque nous avons étudié la formule Moshe Kibel Torah Misinaï, et que le Maharal insiste pour dire, il n'est pas dit Moshe Kibel et HaTorah, parce que cela impliquerait qu'il aurait reçu tout ce qui était possible de recevoir, mais il a reçu de la Torah. Il a reçu de la Torah ce que humainement il est possible d'en recevoir. Mais pour recevoir toute la Torah, il faudrait être égal à Dieu qui donne la Torah. Et donc on ne peut pas savoir tout. On ne peut pas comprendre tout. Et on ne peut pas comprendre tout à la fois. La compréhension elle-même euh, s'étage, se développe, s'approfondit, se diversifie. Or, l'une des difficultés majeures dans l'étude, c'est le fait que très souvent, on rencontre des situations que j'appellerais paradoxales. Or, il y a un paradoxe de la vache rousse qui rend pur l'impur et qui rend impur le pur. Ça, c'est vraiment contradictoire. Comment ce qui rend pur l'impur peut rendre impur celui qui était pur? Ah, c'est ce qu'on nous raconte dans la Torah. Puisqu'on nous le raconte dans la Torah, c'est que c'est vrai. Et alors, comment comprendre cela? Alors, ça s'étudie. Mais ce qu'il y a, je pense, à la racine de ce type de problématique, c'est le fait que la vie est complexe. La vie n'est pas univoque, elle n'est pas uniforme. Et la vie a cette complexité du paradoxal. Dans le chapitre 2 de Netiv Torah, qui est une des parties principales de Netivot Olam, du Maharal de Prague, euh, il explique en quoi consiste la difficulté de l'étude de la Torah. Il en a parlé déjà dans le premier chapitre, puis ça s'approfondit dans le deuxième. Il dit, euh, il y a quelque chose d'éminemment à la fois paradoxal et de complexe, de manière quasi insurmontable à la pensée humaine, c'est que pour étudier la Torah, il faut l'étudier dans l'abstraction la plus absolue. Étant donné que je parlais dans un français approximatif qu'il faudrait affiner, la Torah est pure spiritualité. Et donc, pour l'étudier, il faut s'élever à une pure spiritualité. De telle sorte que l'étude de la Torah ne soit pas encombrée par des émotions, des pulsions, des, comment dire, des mouvements de l'être euh, qui la rendraient impure au point de vue de la connaissance, au point de vue de la compréhension. Et puis voilà que, en même temps, cette Torah nous a été donnée, bien qu'elle-même appartienne à Olam Haba, elle nous a été donnée dans Olam Hazé. Et donc, elle nous concerne dans Olam Hazé.
Et par conséquent, il faut qu'on puisse l'étudier à un niveau de pureté intellectuelle, spirituelle absolue, sans que cela soit déconnecté de la réalité concrète du monde. Vous comprenez la difficulté? Ces deux exigences apparemment en sens contraire. Si c'est totalement abstrait, ça n'a aucun rapport avec la réalité du monde. Mais en même temps, il faut que cette réalité du monde soit présente dans l'étude, et pas seulement en arrière-plan de l'étude, pas seulement au contexte de l'étude. Bref, Merci beaucoup, Ram. C'était très, très intéressant, comme Jazakou d'habitude. Barour. bien, alors ben, nous continuerons notre texte du Maharal une prochaine fois. Merci, Jean-Charles, d'avoir initié cette discussion. Shavua Tov. Shavua Shavua Tov, Besarot Tov. Tovot.